Bonsoir à tous. Bienvenue à cette première conversation de l'année 2015. Conversation placée sous la responsabilité de Sandrine Faury, que je remercie de son accueil toujours très, très attentif. Et puisque nous sommes encore dans le moment de l'année où ça se fait, je vous souhaite à tous une aussi excellente année que possible, compte tenu des circonstances présentes qui animent notre vaste monde. Donc, comme le veut ce cycle, notre conversation de ce soir va comprendre 5 temps successifs. On va essayer de rester dans l'épure de 120 minutes qui nous a été octroyée. Une introduction, donc, je vais faire plutôt brève. Un échange qui suivra donc, avec les deux auteurs que nous accueillons ce soir. Un dialogue que nous espérons très intensément nourri par vos questions. Passage obligé, le coup de cœur des deux auteurs qui ont été invités par Sandrine Faury à piocher dans le vaste rayonnage de la bibliothèque pour en sortir chacun un livre, c'est-à-dire si le choix est difficile. Et puis naturellement l'annonce de la prochaine conversation. Voilà. Je vais, avant de commencer, vous présenter mes excuses parce que je suis malade ce soir. J'ai failli ne pas venir, je n'ai pas voulu le faire pour ne pas reporter la soirée pour Sandrine, pour la Cité, pour nos deux auteurs. Mais je risque d'être un petit peu amorphe et je risque même par moment d'avoir à vous quitter quelques instants. Donc vous ne m'en voudrez pas de ce cadre un peu particulier. Voilà. Ceci dit, je tenais aussi à être là ce soir parce que je suis vraiment très très heureux de conduire cette conversation qui est focalisée sur 2 livres que j'ai vraiment appréciés parce que j'ai trouvé qu'ils résultaient de connaissances que l'on sent longuement nourries, maturées, reprises, enrichies. Donc 2 livres qui sont l'un et l'autre que j'ai pris vraiment comme deux aboutissements. 2 monographies, puisqu'on est dans le cadre de publications qui sont des monographies, qui proposent chacun une approche particulière, l'une plus descriptive, l'autre plus analytique, je dirais. Mais 2 livres dont le propos est vraiment solidement illustré. On reviendra sur l'aspect illustration au cours de notre conversation. L'un, celui de Sophie Paviol, est donc nourri de documents provenant des archives départementales de la Guadeloupe, complétés par des photos qu'a réalisées spécifiquement un photographe, qui est Charles Chulot-Rousseau. L'autre, celui de Xavier Dousson, lui est nourri, c'est vraiment nourri, oui, de documents puisés dans le fond du centre d'archives de la Cité de l'Architecture que dirige David Pesseret, que je suis très heureux de compter parmi nous ce soir. Mais aussi, je voulais le souligner parce qu'au finalement, on le dit assez rarement, c'est 2 livres qui n'auraient jamais existé sans une politique d'État, sans en l'occurrence le ministère de la Culture. Ils vivons dans une période où il est bon ton de dénigrer l'action des pouvoirs publics. Donc de temps en temps, je crois qu'il est bon de rappeler que ça sert quand même beaucoup, que ça sert notamment à la culture, à entretenir des connaissances. Et donc, les 2 ouvrages ont bénéficié d'un soutien de la direction de l'architecture, en ce qui concerne celui de Xavier Dousson, et plus particulièrement donc de l'action de Christine Piqueras et d'Elisabeth Henry, qui ont été à l'origine de la création et puis du développement de la collection des carnets d'architectes, dont l'édition et la diffusion est confiée aux éditions du patrimoine. C'est une collection qui maintenant doit être à son 20e titre à peu près, hein, je parle sous votre contrôle. Donc une collection qui commence à prendre vraiment une vraie consistance dans le paysage de l'édition d'architecture. Et puis, donc le livre de Sophie a également bénéficié, et Sophie tenait à le dire, d'un financement de l'École nationale supérieure de la Guadeloupe. De Grenoble, pardon. J'étais parti dans la grade. Mais oui, pour ça. Excusez-moi. J'avais bien dit que j'étais malade. Donc, vous êtes tous les deux, Sophie Paviol, Xavier Dousson,
architectes, DPLG. Vous êtes tous deux docteurs en histoire de l'art. Vous, Sophie, vous êtes diplômée de l'École des hautes études en sciences sociales. Et vous, Xavier, de Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Vous êtes également tous deux enseignants. Vous, Sophie, on vient d'en parler à Grenoble, à l'École supérieure d'architecture de Grenoble. Et vous, Xavier, à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais. Val-de-Seine. Très bien, je ne l'ai pas corrigé. Autre trait commun, vous travaillez tous deux au sein d'un laboratoire de recherche. Donc vous, Sophie, toujours à Grenoble, dans celui des métiers de l'histoire de l'architecture, édifice, ville, territoire. Et laboratoire que dirige actuellement Catherine Momy. Et vous, Xavier, vous intervenez dans le cadre du travail du laboratoire Conception Territoire Histoire de l'École nationale supérieure d'architecture et du paysage de Lille, donc que dirige Richard Klein, auquel j'adresse toutes mes amitiés. Vous êtes, je l'ai dit, donc tous deux architectes, mais vous, Sophie, vous vous consacrez exclusivement à l'enseignement et à la recherche et à l'écriture, tandis que vous, Xavier, à ces trois activités, vous en ajoutez une quatrième, donc, qui est celle d'une intervention au sein du collectif pluridisciplinaire Bazar Urbain. Et j'ai eu très récemment à Nantes le plaisir donc, de voir l'une des scénographies que vous aviez réalisées pour présenter Théâtre en Utopie, donc une exposition qui a été créée dans le cadre d'Arc-et-Senans, dans le cadre de la Saline Royale, et que nous avons accueillie donc à Nantes au lieu unique, qui est une exposition en tout point remarquable sur les développements des théâtres, des origines jusqu'à nos jours, avec de très très belles pièces des années 30. Voilà. J'ajouterai donc pour vous, Sophie, votre aliture, l'ouvrage dont nous allons parler ce soir, c'est le troisième que vous publiez. Le premier a été consacré à l'invention d'un espace, donc à propos de l'architecte Giuseppe Terragni. Donc là, nous sommes plutôt dans le nord de l'Italie. Côme, les lacs. Voilà, tout à fait. Et dans les années 30 également. Et également dans les années 30 et également sur une figure importante. Et puis le second livre que vous avez publié, donc c'est Cinéma et architecture, la relève de l'art, un livre que vous avez coécrit avec Clotilde Simon. En revanche, Xavier, vous, ce Jean Bossu, c'est votre premier ouvrage publié. Je laisse de côté votre collaboration, moi, qui m'avait vraiment intéressé, qui était le 230e volume de la collection Itinéraire du patrimoine, une collection particulièrement riche, ces ouvrages noirs. Et vous aviez donc consacré ce 230e volume à votre architecte préféré, Jean Bossu, déjà. C'était Alain Bory. Alors Alain Bory qui est avec nous ce soir, donc longtemps collaboré avec Jean Bossu, et a témoigné largement donc, lors de la préparation de la thèse de Xavier, qui a précédé l'écriture d'un ensemble d'articles et précédé le livre qui vient de paraître. Voilà. Ces deux livres, ils ont en commun un mot fort qui est le mot moderne. Donc le vôtre, je ne l'ai pas encore dit, Sophie, c'est Aliture, un architecte moderne en Guadeloupe, donc livre qui a été publié chez Infolio. Et puis le vôtre, Xavier, c'est Jean Bossu, une trajectoire moderne singulière, qui a été publié par les éditions du patrimoine, je le disais, dans la collection Carnet d'architectes. Et alors ce que j'ai noté, c'est que vous complétez, vous précisez, vous infléchissez, vous nous le précisez, cette accroche initiale en titrant le texte central de votre livre « L'insolente liberté d'un moderne », ce qui est déjà une petite inflexion. Et je trouvais que ça faisait un très joli écho à l'entretien que vous avez publié dans la revue Urbanisme en janvier 2000, sous le titre « Un moderne hors norme ». Donc on est toujours dans cette tentative d'arriver à cerner ce personnage de Bossu autour de qualifier la façon dont il a été moderne. Et puis j'aurais naturellement, moi qui ai écrit beaucoup d'ouvrages sur cette époque-là, j'aurais volontiers rebondi sur le mot moderne pour
faire cette petite introduction. Puis en réalité, j'en ai pris deux autres qui ont été dictés un peu par l'humeur des circonstances. Et puis aussi par les livres, naturellement. Le premier, c'est un mot un peu fort qui est catastrophe. Et puis le second, je me suis dit que j'aurais pu l'avoir emprunté à un titre d'un livre de Claude Parent qui s'appelle Colère. Alors pourquoi tout ça? Parce que la proposition d'animer cette conversation m'est parvenue à Nantes où je réside le lendemain du départ de la course du Rhum. Alors, la connexion n'est pas forcément évidente à faire entre ce qui m'arrive à Nantes et puis notre soirée de ce soir. Il y a déjà quand même une première chose, c'est que la course du Rhum, elle part de Saint-Malo, elle arrive à Pointe-à-Pitre, donc on a déjà une petite relation. Donc on n'est pas complètement hors sujet. Mais ce qui m'intéressait beaucoup, c'est que vous savez que Saint-Malo, ça a longtemps été dans notre imaginaire collectif ou dans notre réalité collective, la ville symbole de la reconstruction, au même titre que le Havre et un certain nombre d'autres. Mais celle-là a été reconstruite d'une façon particulière. Ça a été tout le travail qui a fait connaître Louis Arech. Et donc le point de départ de Saint-Malo, c'est effectivement de la reconstruction de Saint-Malo, c'est la catastrophe. Et je me disais qu'on entend très souvent aussi parler en ce moment des architectes de l'urgence, donc cette association qui a été créée pour intervenir, remettre de l'architecture là où des catastrophes avaient enlevé l'architecture. Et puis en lisant les deux ouvrages, je me suis dit finalement on était vraiment dans une sorte de catastrophe, presque de catastrophe en série, quoi. C'est absolument extraordinaire. Catastrophe d'abord, qui est la catastrophe collective comme point de départ, puisque Alitur va intervenir en Guadeloupe à la suite du cyclone donc, qui ravage l'île en 1928. À ce cyclone, je pense, va s'ajouter en plus un tsunami. Donc on va être vraiment devant une île totalement dévastée et il va falloir la reconstruire. Jean Bossu, lui, pendant la guerre, il est en Vendée. Il inventorie, il construit, il prépare un certain nombre de constructions, mais c'est surtout avec des opérations de reconstruction qu'il va conduire en Picardie qu'il va être connu. Et puis, vous faites, Xavier, de son intervention donc, à Orléansville, le cadre de sa réalisation la plus emblématique. Et cette réalisation donc, va intervenir à la suite d'un tremblement de terre qui va ravager Orléansville. Et puis, deuxième aspect, deuxième relation à la catastrophe, c'est la catastrophe professionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont été tous les deux assez lourdement servis en la matière, puisque la carrière d'Alitur, donc, qui va se développer très fortement comme ça en Guadeloupe, elle va être ruinée, elle va être à la fois magnifiée et à la fois ruinée par les chantiers qui vont lui être commandés, puis pas commandés, puis faire l'objet d'un certain nombre l'objet d'un certain nombre de retards. De retards et qui vont faire que tout ça va faire en sorte qu'il va à la fois donc être plébiscite, enfin reconnu et en même temps particulièrement être déçu de ce qui va se passer là-bas. Et puis, je parlais de Saint-Apparatus à Orléansville, donc ce bâtiment qui est né à la suite d'une catastrophe, il va être ruiné par la catastrophe suivante, par le tremblement de terre suivant. Et dans votre livre, vous présentez un certain nombre de photos absolument terrifiantes de l'état de ce malheureux bâtiment après ça. Et puis aussi catastrophe personnelle. Et je notais, Xavier, que votre livre commence par une formule incisive qui participe totalement du plaisir de lire ce livre. Et vous écrivez, c'est la première phrase du livre, « Au printemps 1983, l'architecte français Jean Bossu disparaît inopinément, victime d'un arrêt du cœur, presque oublié de ses confrères professionnels, inconnu du grand public et criblé de dettes. » Donc un homme qui finit sa vie dans le dénuement.
Et puis, je trouvais que ça faisait écho à ce que vous écrivez, Sophie, puisque vous reproduisez dans votre livre des séquences de la plaidoirie que Alitur a conduite lors de son procès. Il réclame son dû devant les tribunaux. Il finit par l'obtenir, sauf qu'il l'obtient juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, quand il va toucher les dividendes de son action, enfin le produit de son action, donc quand il va avoir enfin réparation, finalement, la somme sera devenue absolument dérisoire du fait des dévaluations, en fait de l'inflation galopante à cette époque-là. Et puis, pour forcer un petit peu le trait, je dirais que c'est aussi une catastrophe posthume dont nous allons parler ce soir, parce que les deux livres ont pour sujet commun des bâtiments qui sont totalement constitutifs, à mon sens, de notre patrimoine du XXe siècle. Et on peut naturellement, tous les jours, se rendre compte à quel point ce patrimoine, il est maltraité, menacé, détruit sans vergogne et sans autre forme de procès. Donc, nous avons très très souvent, j'en parlais avec Richard Klein, le sentiment finalement de courir après des connaissances, après des identifications de bâtiments qui sont intéressants, et le temps de les renseigner, de les évaluer, vraiment de les décrire, l'action est tellement rapide aujourd'hui qu'ils sont bien souvent détruits ou fortement abîmés avant qu'on ait pu montrer vraiment toute leur qualité. Voilà pour la catastrophe. Je vais passer à la colère rapidement. La colère, elle est venue de ce qui se passait sur le plateau de FR3 ce dimanche du départ de la course du Rhum. Est-ce que sur ce plateau, il y avait 2 journalistes, 3 présentateurs, et puis, j'allais dire, le breton de service. C'est forcément, sur ce genre de circonstances, qui est l'homme qui est là. Donc, quelqu'un de bien baraqué, d'un peu hirsute, d'un peu bronzé, surtout très affirmatif. Et ce sympathique monsieur du breton du jour nous affirmait, donc à nous tous, téléspectateurs, que les Malouins avaient été des gens absolument extraordinaires. Mais alors, extraordinaire. La ville a été bombardée, il restait des gravats et des immeubles debout, donc ils ont tout démoli en inventoriant chaque pierre. Donc chaque pierre a été soigneusement numérotée. Et naturellement, ça a permis qu'on reconstruise la ville absolument à l'identique. Et alors là, vous avez un instant d'hésitation, vous faites ce que vous avez fait, vous avez le sourire qui vous arrive, voilà, et puis vous dites, il y a bien quand même quelqu'un sur le plateau qui va... non, tout le monde, plus exactement, personne ne réagit. Donc voilà notre cité corsaire passée au rang d'authentique cité corsaire en niant tout ce qui a été fait naturellement comme travail dans les années 47-55. Par tous les architectes qui sont intervenus. On nie absolument le regard que l'on porte sur des immeubles qui sont quand même qui ont très largement intégré des éléments préfabriqués. On nie totalement l'existence des gabarits de rue qui ont été quand même très largement augmentés. Enfin bref, voilà. On se contente donc de ce regard-là, et je trouve qu'après avoir souri, j'ai été pris effectivement de cette colère à laquelle je faisais allusion. Voilà. Mais cette colère, elle serait purement anecdotique si finalement elle ne s'appliquait pas non plus, enfin le genre de raisonnement que tenait notre breton malouin de service, quelque part ne représentait pas non plus le regard qu'on a longtemps porté sur les édifices d'Alitur, dans l'ignorance dans laquelle on les a tenus, enfin, l'absence de regard dans lequel nous avons été. Et puis le même processus, je trouve, s'applique à la pensée de Jean Bossu. Je me souvenais que dans ma propre vie, il a fallu qu'il y ait toute l'empoignade des équipes d'architectes autour du concours pour la création du centre-ville d'Évry. Donc l'affrontement notamment entre Andro Para et l'équipe de l'AUA, laquelle équipe de l'AUA avec notamment Ricardo Bofill et Martin Van Treck s'était très largement inspiré de la démarche urbaine de Jean Bossu pour concevoir leur proposition radicale pour Évry, qui n'a pas été retenue mais qui a fait l'objet vraiment
d'un débat de fond. Voilà. Donc je trouvais que c'était aussi, je fais un peu ce détour-là, mais pour vous expliquer le contexte et vous dire que ces deux livres-là, je les trouvais aussi essentiels pour cette raison-là, c'est qu'ils nous remettent sous les yeux des exemples d'architecture que nous avons très largement tenus à distance pendant des années. Puis ce sont deux figures de la modernité, donc vous l'aurez compris avec le titre qui a été choisi pour la conversation de ce soir, moderne tropique. Donc, moderne, je me faisais la réflexion en lisant votre livre, Sophie, que la modernité d'Aliture, c'est plutôt celle de, j'allais dire, Mallet Stevens, Tony Garnier et naturellement Auguste Perret. On serait tenté de dire que la modernité de Bossu, elle est plutôt corbusienne, mais il retrouve quelques petites inflexions qui laissent penser qu'il a eu aussi une tendresse pour Auguste Perret. Et puis naturellement, ils ont un sujet commun, un territoire commun d'intervention, qui sont les tropiques. Donc moderne tropique, nous y revenons. Aliture, lui, il va concentrer son activité sur la Guadeloupe. Autre île, c'est la Réunion pour Bossu, mais lui, il va aussi intervenir à Madagascar, il va intervenir aussi aux Comores, et puis il va intervenir au Maroc, et nous en reparlerons. Nous l'avons évoqué à propos d'Orléansville, il va intervenir en Algérie. Ce qui m'a beaucoup intéressé aussi à travers vos deux livres, c'est qu'on suit bien la démarche initiale qui est la leur et la façon dont le fait de se trouver projeté comme ça, à intervenir à des milliers de kilomètres de Paris, va modifier leur conception de l'architecture, va faire qu'ils vont intégrer un certain nombre de paramètres et qu'ils vont le faire tous les deux, je trouve, avec une lucidité et une pertinence qui est assez rare. Voilà, et qui en tout cas est très bien mise en valeur par vos deux livres. Je pense que le temps de parler d'eux vraiment est venu. Donc, ce que je souhaitais que nous fassions peut-être pour commencer cette conversation, c'est que vous nous expliquiez comment chacun se présente au moment où leur histoire professionnelle s'engage, c'est-à-dire par où ils sont passés, qui les a influencés. Sophie, je vous laisse commencer. Je commence à Aliture précédent dans la chronologie Jean Bossu. Aliture a une formation vraiment classique. Il rentre aux Beaux-Arts à 21 ans en 1910. C'est un bon élève. Et malheureusement, comme tous les jeunes de sa génération, son parcours est interrompu puisqu'il part sur le front en 1914 et revient en 1918. Et donc à ce moment-là, il reprend ses études aux Beaux-Arts. Il a le prix Rougevin, donc, qui est quand même un prix prestigieux. Il présente la Villa Médicis, le prix de Rome. Donc il y a vraiment chez lui une volonté de travailler au service de l'État. C'est un homme qui, d'entrée de jeu, se projette comme ça dans une carrière publique. C'est ce que moi j'ai interprété dans cette part de choses, en fait. Donc, cette volonté de présenter le prix de Rome. Et puis, le fait que dès 1925, il demande à être inscrit dans la liste des architectes des colonies. C'est ce qui fera qu'il sera invité à intervenir en Guadeloupe. Donc, un personnage qui se situe plutôt dans une certaine logique, dans une certaine norme, on va dire. Vous l'avez dit, bon étudiant, bon élève, primé, vous avez raison de le souligner, le prix Rougevin, c'était à l'époque quelque chose. Bon élève, mais qui sait aussi revendiquer les dysfonctionnements de son école lorsqu'il y en a. C'est-à-dire qu'en fouillant dans les archives de l'école des Beaux-Arts, on trouve une lettre du jeune Ali Georges Tur, qui se plaint au directeur que l'alimentation donnée pendant le concours du prix de Rome n'est pas de bonne qualité. Voilà. Et que c'est pour ça qu'il ne l'a pas eu. Ça initie aussi. Ensuite, il aura un procès contre l'État. Enfin, vous voyez, il aime que les choses soient bien... en ordre. De travailler dans de bonnes conditions. D'accord.
tout l'inverse de Jean Bossu, qui lui va être plutôt autodidacte, ne va pas faire l'école des Beaux-Arts. Il ne va pas rentrer dans le moule. Jean Bossu ne fait pas l'école des Beaux-Arts. Jean Bossu, sa carrière professionnelle, pour moi, elle s'engage après la libération en 1944. Il a 32 ans. Et disons qu'entre 1929 et 1944, il se forme sur le tas à l'architecture. Et avant 1929, il a fait les arts appliqués, il commence les arts déco, et puis il abandonne cette formation aux arts déco pour rejoindre Le Corbusier. Donc en 1929, il a 17 ans. Et il va rester 4 ans chez Le Corbusier, c'est son entrée dans le monde de l'architecture. Et puis, donc c'est la découverte de l'architecture moderne, mais corbusienne. Et puis c'est la construction d'un réseau d'amis pour la vie, c'est-à-dire que chez Le Corbusier, évidemment, il va nouer des liens avec... d'abord Pierre Jeanneret, et puis Charlotte Perriand, Louis Miquel, Raymond Seneva, bref, Gérald Hanning, tout un tas de personnages qu'on va retrouver après tout au long de sa carrière. Et puis il reviendra chez Le Corbusier au moment de la préparation de l'Expo de 1937, et puis il retravaille ponctuellement avec lui pendant la guerre, donc c'est un compagnonnage qui dure jusqu'en 1944. Il quitte Le Corbusier en 1933, au moment du SIAM 4, puisqu'il fait partie des gens qui contestent un petit peu les positions corbusiennes pendant le voyage vers Athènes, et donc il va ailleurs continuer sa formation, et d'abord chez Auguste Perret, chez lequel il restera 2 ans, et puis après, jusqu'en 40 à peu près, il fait tous les architectes, à mon sens, la plupart des architectes modernes parisiens importants de l'époque, puisqu'il va chez Paul Nelson, chez Pingusson, chez Mallet-Stevens, chez Pierre Charot, chez André Lursa, enfin bref. Il a une formation sur le tas assez inouïe, moi je trouve, pour quelqu'un de sa génération pendant l'entre-deux-guerres. Et puis je dirais que sa formation, elle est complétée par des relevés d'architecture vernaculaire traditionnelle. Alors les premiers se passent en Algérie, puisqu'il fait son service militaire en 1938 en Algérie, et donc il découvre la Casbah d'Alger, qui est pour lui une découverte absolument fondamentale et qui remet en cause son engagement dans la modernité telle que Le Corbusier pouvait la définir à ce moment-là. Et puis surtout, pendant la guerre, vous l'évoquiez, il est envoyé en Vendée pour participer au chantier EAR 1425, qui est un chantier du Musée des Arts et Traditions Populaires de Georges-Henri Rivière, et qui, pendant 2 ans, envoie dans toute la France une 50aine d'architectes pour faire relever du patrimoine rural. Et donc lui s'installe à Saint-Jean-de-Mont, et avec sa bicyclette, avec son carnet, avec un autre enquêteur du chantier qui s'appelle Jean Debar, ils font toute la région et ils font le relevé de cette architecture rurale. Et pour moi, c'est un moment aussi presque important que la rencontre avec Le Corbusier. Et puis le 3e volet de sa formation, très rapidement, c'est il suit des cours au CNAM, des cours du soir, et puis pendant la guerre, il va suivre des cours à l'Institut d'urbanisme. Donc on voit que c'est une formation sur le tas assez complexe. Mais comment va-t-il faire quand il fait la tournée des architectes modernes? Il rentre chez Pingusson, etc. Juste pour un projet, il a une collaboration pendant quelques mois. Ça dépend des architectes. C'est souvent pour une charrette. Par exemple, chez Pingusson et Mallet-Stevens, c'est au moment du concours pour les musées d'art moderne, qui sont juste à côté d'ici, qui n'ont pas été construits par Mallet-Stevens et Pingusson. Et puis, chez Perret, c'est plus long. Et je pense qu'il va chez Perret avec un objectif mais je voulais en parler un peu plus tard, mais je vais en parler tout de suite, qui est les conversations. Qui est d'essayer de sortir un peu de ce qu'il a appris chez Le Corbusier. Parce que je pense que Bossu est conscient assez tôt que la pensée corbusienne est tellement forte que si lui veut avoir son propre parcours et sa propre production, il a besoin de prendre de la distance. Et une manière de prendre de la distance par rapport à ça va être plus tard de relever l'architecture vernaculaire, mais en 1933, c'est d'aller chez le maître de Le Corbusier et chez celui avec lequel Le Corbusier a le plus de discorde, ou en tout cas de débat dans les revues professionnelles. Donc ça dépend. Et par exemple, il va aussi chez André Lursa assez tôt, et je pense que c'est dans la même idée, mais il est déçu par Lursa, donc il reste très peu de temps chez Lursa, d'après ce que j'ai compris, parce qu'il faut aussi remettre ça en perspective. Les témoignages de cette période de la vie de Jean Bossu sont extrêmement sommaires, il y en a très peu. Donc c'est des reconstitutions, des croisements, mais en vérité, Bossu s'est très peu exprimé sur cette période de sa formation. Il parlait un peu de Le Corbusier, encore moins de Perret, et quasiment pas des autres. Voilà. Aliture,
engage sa vie professionnelle, lui, comment? Donc, il quitte l'école des Beaux-Arts, il crée tout de suite une agence. Il fait. On a très peu de documents en fait sur cette période et d'une manière générale, il y a une absence de documentation sur toutes les esquisses, toutes les correspondances d'Aliture, puisque tous ces documents d'agence ont disparu. Donc les documents en fait sur lesquels j'ai pu travailler sont effectivement, comme vous l'avez dit en introduction, des documents qui sont présents aux archives départementales de Guadeloupe, qui sont de deux natures, à la fois son plaidoyer, son procès donc contre l'État, qu'il accusait de malfaçon en 1937, dans lequel il retrace, mais assez succinctement, son parcours. Et moi, je me base essentiellement sur ces données. Les autres documents sur lesquels j'ai pu travailler sont les archives nationales d'outre-mer, parce qu'à l'IFA, il n'y a pas de documents de source première déposés par Aliture ou sa descendance. Donc, ce que raconte Aliture, du récit qu'il fait lui de sa vie, en fait, il commence sa carrière en travaillant pour le ministère de la Reconstruction suite à la guerre de 1914. Et donc, il dit, je repars sur les champs de bataille pour faire en fait les préconisations en tant qu'expert pour l'indemnisation des dégâts suite à la Première Guerre. Donc, en fait, c'est vrai qu'il a vraiment cette expérience, cette expertise sur des territoires complètement détruits. Quand vous parliez de la catastrophe, effectivement, on peut faire toute une lecture de son parcours, malheureusement, sur ce thème de la catastrophe. Je pense qu'il monte... Suite à ça, effectivement, il monte sa propre agence, puisqu'au moment où il part en Guadeloupe, il a 40 ans, et à ce moment-là, il a 2 chantiers en construction pour la ville de Paris, qui sont des logements à loyer modéré. Donc, il a une agence parisienne, il travaille pour la ville de Paris. C'est une agence relativement limitée. C'est une petite agence. C'est une petite agence. C'est une petite agence. Donc, il travaille vraiment en architecte libéral avec une petite agence et des commandes publiques. Son statut d'architecte du ministère des colonies, il va l'obtenir comment? Et est-ce qu'on sait qui étaient les autres architectes? Parce que c'est un tout petit nombre, je crois qu'ils étaient Ils sont une dizaine. Voilà. Je ne les ai pas identifiés. Ils sont une dizaine, effectivement. Alors, ce statut, il l'obtient en passant devant une commission d'agrément. Il joue un peu, je pense, alors avec ses compétences et aussi parce que son père était ingénieur des ponts et chaussées et a beaucoup travaillé donc en Tunisie. Ce pourquoi d'ailleurs le jeune Ali Georges s'appelle Ali de par l'amour de son père pour cette culture orientale. Et donc, puisqu'il naît en Tunisie. Donc, en fait, lui fait effectivement référence aux relations de son père, notamment sur le fait qu'il ait été inscrit en tant qu'architecte des colonies. Donc, ce statut, c'est un statut d'architecte libéral, c'est simplement un agrément, c'est quelque chose d'important, je pense, surtout sur la réception parfois faussée qui a pu être faite et qui peut être encore faite aujourd'hui de son architecture sur le territoire guadeloupéen, parce que finalement architecte des colonies, ça veut simplement dire d'avoir un agrément pour les constructions de l'État. Donc il débarque en Guadeloupe 6 mois après le cyclone au printemps 1929 et il monte sa propre agence. Il a un contrat qui est signé où il part pour 4 ans puisqu'on a une urgence de la reconstruction, et il va toucher des honoraires qui sont 5% des travaux. Donc à l'époque déjà, les honoraires étaient de l'ordre de 10 ou 12%. 5% parce qu'en fait l'État pensait que la masse des travaux serait tellement importante qu'avec 5%, ça rémunérerait suffisamment l'architecte. Mais il lui est demandé dans ce contrat qui est extrêmement exigeant de monter une agence en Guadeloupe et lui fait le choix pour fidéliser son personnel de leur verser des indemnités, un salaire supérieur à celui qu'il percevrait en métropole. Donc l'agence est composée d'un ingénieur, d'un architecte qui est le sous-directeur de l'agence et de 6 à 8 dessinateurs. Et le contrat, donc, lui demande de répondre aux demandes de l'État et aux demandes de toutes les communes. Donc, en fait, de construire tous les équipements de la Guadeloupe
Et c'est là que c'est extrêmement intéressant parce qu'il va construire une centaine d'œuvres, une centaine d'édifices qui constitueront l'œuvre. Mais quand vous parlez d'une centaine d'édifices dans un laps de temps extrêmement réduit, les dessins de ces 100 bâtiments se font à Paris ou ils se font là-bas? Et on aura la même question avec Bossu par rapport à La Réunion, en fait, parce que c'est le même cas. Lui, il va implanter aussi une agence dans l'île. Voilà. Et on se pose la question, surtout à un moment où les communications ne sont pas forcément évidentes entre la métropole et la colonie, ou les colonies, de se demander comment concrètement ils travaillent, ils s'organisent, et comment se font... Alors, ce qu'il nous raconte donc, dans ce récit de la plaidoirie, c'est que lui va faire des allers-retours. Donc, aller-retour à l'époque, c'est 8 jours de transatlantique. Sa famille et l'agence parisienne il va conserver l'agence parisienne. Il explique la nécessité de conserver l'agence parisienne parce qu'il y a ces projets en cours. Et donc, lui va avoir un regard sur tous les projets. Contrairement peut-être à Bossu, qui donnera peut-être davantage de liberté, lui a un regard sur tous les projets. Et notamment, on voit que les persiennes... Alors, on voit sur certains projets qui sont signés à Paris, les persiennes toutes simples d'un bâtiment qui est à Saint-Martin sont signées Paris. Voilà. Donc, il arrive, en étant une semaine par mois ou toutes les 6 semaines, à avoir un contrôle sur et tout en fait. Et en fait, ce qu'il explique, c'est qu'en fonction des moments, dans les moments de charrette, eh bien, l'agence parisienne va se mettre au service des projets de Guadeloupe. Et il n'y a pas de projet sur lesquels il n'aura pas finalement... Il va mettre en place une méthode de travail sur laquelle il est assez difficile finalement de rentrer très précisément, puisque les seuls documents dont on dispose, en fait, ce sont les permis de construire qui ont été déposés pour tous les édifices de l'État, qui donc sont conservés dans les archives d'Aix-en-Provence, mais on n'a pas toutes les esquisses. Mais si vous voulez, c'est un système de composition qui est vraiment l'enseignement fait aux Beaux-Arts. Et là, on voit toute la qualité de cet enseignement des Beaux-Arts qui permet de savoir composer, on y reviendra après, et effectivement qui lui permet de pouvoir dessiner, y compris dans les détails, ces bâtiments. Parce que tous sont différents. Jean Bossu, comment va-t-il s'organiser, lui, sur le plan du travail ? Alors, il fonde son agence en 1944, comme je le disais. Il obtient quelques petites commandes à Saint-Jean-de-Mont, où il était installé pour faire les relevés du chantier 1425. Et notamment, il va construire 2 petites maisons dont je parle dans le livre en détail et qui, moi, me semblent être importantes pour essayer de comprendre un peu la manière dont Jean Bossu va penser son architecture. Il obtient 2 très importantes commandes de la reconstruction, qui sont la reconstruction du village témoin du Bosquel dans la Somme et la reconstruction de la cité de cheminots de Ternier dans l'Aisne. Le premier sera une manière pour lui de rentrer dans la question de qu'est-ce que c'est qu'un village rural moderne, avec pas mal de questionnements qui sont le prolongement peut-être de ce que pouvait avoir engagé Le Corbusier avant la guerre. Et puis la deuxième, la cité de cheminots de Ternier, pose pour moi une question importante qui est celle du logement dense, mais du logement individuel. Et donc avec ces chantiers-là, il a du travail, et puis il est aussi architecte du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme en Loire-Atlantique et en Vendée. Donc il va un petit peu participer à la reconstruction de Saint-Nazaire, notamment avec Raymond Seneva, et puis continuer à construire dans la région de Saint-Jean-de-Mont. Voilà, ça c'est un peu le cadre qui lui permet d'engager son activité professionnelle, mais en fait ce dont on se rend compte, et puis lui le dit, c'est que la reconstruction a de telles contraintes, et notamment administratives, que lui il n'arrive pas à exprimer ce qu'il veut de son architecture. Et donc, il commence à démarcher les ministères concernés pour essayer de construire outre-mer. Et donc, il démarche à la fois pour construire au départ à Madagascar, aux Comores et à La Réunion.
il ne va pas réussir à construire à Madagascar, aux Comores, mais il va réussir à attraper des commandes à La Réunion. Alors ces commandes, elles sont attrapées à Paris, puisque à l'époque, tout est centralisé à Paris et les commandes des ministères sont obtenues à Paris. Et donc il commence par obtenir la commande de l'école d'agriculture de La Réunion, qui est construite à Saint-Joseph. Et donc toutes les études sont faites à Paris sous sa direction. Par Fabien Vienne, qui est à l'époque un de ses collaborateurs. Je n'ai pas dit quelques mots, mais je dirais quelques mots sur ses collaborateurs. En tout cas, en 1944, il recrute Christian Trudon, Pierre Sagui et Fabien Vienne, qui vont être des collaborateurs très longtemps attachés à Jean Bossu, et notamment Trudon et Sagui, puisque ça va être presque 20 ans, et Fabien Vienne 10 ans. Et donc Fabien Vienne part en 1950 à La Réunion pour suivre le chantier de l'école d'agriculture, mais quasiment sans autre commande que celle-là. L'adjudication se passe très mal puisque le projet dépasse de très loin le budget alloué, et donc Fabien Vienne se retrouve coincé à La Réunion et donc va développer le cabinet Bossu directement sur place, mais sans véritablement Jean Bossu. Donc on peut dire qu'il y a deux types de projets dans la production réunionnaise de Jean Bossu. Il y a ceux qui sont directement obtenus en métropole par des commandes auprès des ministères et qui sont dessinés à Paris, sous sa direction. Et puis il y a ceux qui sont faits sur place à La Réunion, directement par ses collaborateurs, qui ont eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres personnes, recueilli des commandes. Mais moi, ce que j'ai entendu, parce que j'ai interviewé Fabien Vienne, Pierre Sagui, qui était après à La Réunion, Jean-Michel Bossu, qui est là ce soir, Alain Rame, qui ont été tous des chefs d'agence de Jean Bossu à La Réunion, c'est que ils avaient la liberté de faire des projets, mais ils ont été formés par Jean Bossu. C'est-à-dire que Fabien Vienne est formé à l'architecture par Jean Bossu. Pierre Sagui aussi, c'est-à-dire qu'entre 1944 et 1950, au moment où il part, pendant 5 ou 6 ans, il travaille chez Jean Bossu. Et donc il est, je dirais, confronté quotidiennement à la personnalité de Jean Bossu et à son exigence. Et puis Jean-Michel Bossu et Alain Rame vont être des étudiants de Jean Bossu aux Beaux-Arts, quand celui-ci enseignera après aux Beaux-Arts, et vont travailler avec lui dans son agence avant de partir à La Réunion. Donc si vous voulez, il y a à la fois une liberté, mais et puis je pense que dans la discussion tout à l'heure, peut-être que Jean-Michel pourra compléter, même Alain Bory qui a travaillé chez Jean Bossu. Il y a à la fois une grande liberté qui est donnée aux représentants de Jean Bossu sur place, mais aussi ils s'inscrivent, et ils l'ont tous dit, dans une pensée de l'architecture qui a été élaborée par Jean Bossu. Il faut dire qu'à l'époque, par exemple, quand Fabien Vienne va à La Réunion, c'est encore plus long pour aller à La Réunion, parce qu'il faut contourner l'Afrique, donc on y va en avion. En avion, il faut 3-4 jours, ça coûte assez cher, donc il y a des échanges réguliers, parce qu'il y a des courriers, ils s'envoient les plans, mais c'est pas aussi simple que ça pourra le devenir après, dans les années 60, où là, Jean Bossu vient tous les 6 mois, tous les 6-8 mois à La Réunion. Voilà. Donc on est quelque part dans une symétrie de ce que je comprends de vos propos. C'est le démarrage se fait par une commande d'État. Une partie du développement se fait autour de la commande d'État, mais l'acquisition de commandes locales, c'était clairement exprimé en tout cas dans le contrat d'Alitur auquel vous faisiez allusion, Sophie, permet à l'architecte envoyé par l'État d'attraper, pour reprendre le mot, des commandes locales auprès des collectivités. Est-ce que ça va aider véritablement, est-ce que ça va fonctionner comme ça? Est-ce que ça va aider à l'implantation de la structure locale? Et à partir de là, on verra effectivement comment, d'une approche métropolitaine, on passe à une production d'architecture localisée. Alors dans le contrat, et donc il est prévu qu'effectivement qu'il y ait des commandes pour les communes. Les commandes pour les communes rentrent elles aussi dans le cadre des 5% d'honoraires. Donc l'espérance d'Alitur lorsqu'il fonde son agence, c'est d'avoir des commandes privées. Or, il n'y aura pas de commandes privées puisqu'on est l'une des raisons est qu'on est en 1929. Donc il va y avoir déjà qu'il y avait un effondrement, une catastrophe économique liée à la catastrophe naturelle, il va y avoir une double répercussion financière qui font qu'il n'aura pas de commande privée. Il va simplement y avoir un très joli petit bâtiment, un petit projet d'hôtel-restaurant
mais enfin, c'est vraiment quelques mètres carrés, très, très bien situés. C'est le début du tourisme, donc au Gosier, qui va devenir la station balnéaire, mais c'est un tout petit projet de quelques mètres carrés. Donc, il espérait effectivement, mais cette commande de l'architecture privée viendra en Guadeloupe après le départ d'Alitur, après la Seconde Guerre mondiale. Vous parlez d'une centaine de bâtiments. Est-ce qu'on peut faire comme ça des regroupements typologiques Oui, alors c'est vraiment l'architecture du quotidien. Et la qualité de cette architecture, c'est effectivement son nombre. Donc une centaine de bâtiments, les premières commandes de l'État, la volonté de l'État, elle est triple. Et elle est assez simple, c'est d'effacer effectivement toutes les catastrophes du cyclone, c'est de construire un État moderne avec tous les équipements modernes et c'est de préparer la Guadeloupe d'abord aux fêtes du tricentenaire, prévues en 1935, donc pour les 300 ans de découverte des Antilles, et puis aussi de préparer ce qui arrivera bien après-guerre en 1946, à la départementalisation de ce territoire colonial. Donc dans cette volonté, il y a vraiment la volonté de doter et c'est ce qui est singulier à la Guadeloupe, puisqu'en Martinique, ça se fera de manière progressive. Donc, d'un coup, on a eu tous les équipements. Donc, la première commande, c'est le tribunal de Pointe-à-Pitre, 3 gendarmeries, donc on voit immédiatement 3 gendarmeries, et puis ensuite il va y avoir l'hôpital en même temps, hein, c'est la première, les 3, voilà. Ensuite on a des écoles, on a des mairies qui proviennent des communes, il y aura 2 autres tribunaux, et les dernières commandes sont des commandes elles aussi de l'État, le palais du Conseil général et le palais du gouverneur. Mais il y a eu aussi toutes les reconstructions pour le clergé, reconstruction de toutes les églises, ne serait-ce que partiellement, hein, les clochers qui avaient bien sûr été détruits, les presbytères. Donc il y a toutes les petites infrastructures du quotidien, les écoles, des dispensaires, le bureau des postes, le bureau des contributions. Donc c'est vraiment, en cela, c'est un projet social et c'est vraiment un projet de territoire. Et donc, c'est une architecture du quotidien au sens où, eh bien, aujourd'hui, on est dans un hôpital à Liture, on est baptisé dans une église à Liture, on se marie dans une mairie à Liture. Donc, c'est vraiment une proximité qui est quotidienne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le département de la Guadeloupe, donc les 2 îles de Basse-Terre et Grande-Terre, mais c'est aussi ce qu'on appelait à l'époque les dépendances de la Guadeloupe, donc Saint-Martin, Marie-Galante, la Désirade, où il y a une léproserie construite par Alitur, qui depuis a été détruite, Saint-Barthélemy, où il y a des projets de dispensaires. Voilà. C'est vraiment sur l'ensemble de l'archipel Guadeloupe. Et Jean Bossu, même diversité de production. Oui, d'autant plus que s'il y a unité de lieu et unité de temps, surtout unité de temps pour Alitur. Et de lieu évidemment, mais un peu moins que Bossu parce qu'il n'y a pas toutes ces dépendances qui peut, comme dans l'île, comme à la Guadeloupe, il n'y a que la Réunion, disons. Mais Jean Bossu, il reste presque 30 ans à La Réunion. C'est-à-dire qu'entre 49, où il obtient la commande, 50, où Fabien Vienne part ouvrir un bureau, et 79, où en fait on livre ses dernières réalisations. Il a fermé son bureau quelques années auparavant. Il s'écoule presque 30 ans. Donc en 30 ans, il y a diverses phases, diverses périodes qui ne sont pas forcément équivalentes. Ce qui est sûr, c'est qu'en 30 ans, il va toucher pratiquement à tous les types de programmes, qu'ils soient publics, mais privé aussi beaucoup, et en particulier parce qu'il ne dispose pas d'une commande aussi stimulante que peut être celle d'Alitur, puisqu'il part au départ avec simplement la commande de l'école d'agriculture. Et donc il faut ces représentants locaux, et lui-même s'active très fortement pour essayer de trouver des commandes. Et très tôt, il y a des commandes privées. Alors c'est des petits immeubles de logements et de commerces en Saint-Denis, c'est des maisons particulières, c'est quelquefois de très très belles maisons sur les hauts de Saint-Denis. Ça peut être aussi des écoles privées, etc., des choses comme ça. Mais il y a un panorama, si vous voulez, de type
d'édifices qui est assez varié. Ça va de l'église, évidemment, à la mairie. Il construit de nombreuses écoles, beaucoup de logements sociaux, notamment dans les années 50, puisque Sophie a rappelé le cadre de la départementalisation qui s'applique également à La Réunion. Et donc, à La Réunion, en 1946, même en 1950, quand Fabien Vienne arrive, il m'avait raconté que la rue principale de Saint-Denis, donc celle qui part de la mer et qui monte jusqu'au jardin d'État, c'était une rue qui était en terre. Et il y avait des bas-côtés avec des cochons sauvages qui broutaient dedans. Donc c'est vraiment un territoire qui n'est pas équipé, et vraiment pas du tout équipé. Et les premières commandes de l'État sont des commandes à la fois d'infrastructures, auxquelles évidemment Jean Bossu échappe. Il ne construit ni les routes, ni le réseau d'adduction d'eau, même s'il a rêvé de le faire. Mais par contre, ce sont des commandes d'édifices scolaires. Et il construit énormément d'écoles dans ces années. Et aussi beaucoup de logements sociaux. Et puis quelques édifices très prestigieux comme la Caisse générale de la sécurité sociale ou l'hôtel des postes de Saint-Denis, ou voilà, quelques bâtiments comme ça. Alors, nous deux, nous avons un peu situé à la fois l'ampleur de leur production, la constitution de leur bagage. Ce que je voudrais aborder avec vous maintenant, c'est la façon dont ces gens formés, quand même, l'un à l'école des Beaux-Arts, l'autre chez de grands architectes modernes, vont à la fois projeter ces connaissances acquises sur le territoire où ils interviennent, et en même temps comment ce territoire va les amener à modifier leur représentation initiale. Alors le propos est vaste, mais ce qui est frappant quand même, et vous le montrez très bien, Sophie, notamment c'est à travers tout le travail que Aliture va faire sur les coupes, comment il va réussir à capter, enfin j'allais dire à se positionner sur le terrain de façon à capter les vents, comment il va faire en sorte que les bâtiments soient rendus perméables à l'air qui arrive du large, pour les assainir, pour les climatiser, enfin, etc. Il y a toute cette évolution, je pense qu'il n'était pas tout à fait préparé à ça quand même dans le cadre des Beaux-Arts. Voilà. Je voudrais que vous nous expliquiez comment cette installation-là va se dérouler, va se passer, comment ça va s'organiser et se retrouver dans son architecture. Alors, effectivement, on peut dire et penser qu'il n'était pas préparé à ce terrain dans le cadre de sa formation à l'école des Beaux-Arts. En même temps, ce qui est très très surprenant dans cette génération des élèves des Beaux-Arts, donc là je me retourne vers Françoise Véry et Franck Delorme qui ont travaillé sur Henri-Jacques Lemesme à Megève, parce que c'est vraiment la même génération, ils étaient à un an près aux Beaux-Arts, et on voit qu'il y en a un qui, avec la même formation, arrive à construire de magnifiques chalets de ski et à très bien intégrer les questions de la pente et du confort à la montagne, et l'autre qui arrive de manière très intelligente à s'adapter au climat tropical. Donc c'est vrai que cette formation des Beaux-Arts, elle a quelque chose, il y avait un vrai savoir-faire. Donc lui, Aliture, joue beaucoup sur les questions de composition. Donc il y a une réelle capacité très rapidement à comprendre le site, l'implantation dans le site. Alors à la fois, comme on est dans un cadre de reconstruction, les sites sont ceux des anciens bâtiments. Souvent, ils gardent l'emprise au sol, mais ils désarticulent complètement la manière classique de faire le projet pour que le projet soit vraiment traversé par les vents. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on a des interpénétrations assez fines entre intérieur et extérieur. Ce sont des bâtiments qui, de l'extérieur, semblent assez classique. On a le principe de la colonnade, on a des rythmes qui sont classiques. Et lorsque l'on est à l'intérieur, on peut avoir des grands emmarchements, mais qui sont vraiment une manière de construire la pente. Et quand on est à l'intérieur, on est complètement dans le paysage, on est en extérieur, on est dans des patios. Donc, alors comment se prépare-t-il ? Je pense qu'il a vraiment la capacité de comprendre l'intelligence soit d'une architecture vernaculaire, soit de l'architecture coloniale, ou de ce que font ses confrères. Donc, il est inscrit en 1925 sur la liste des architectes des colonies,
Et il a très probablement su utiliser extrêmement intelligemment, c'est ce qu'on voit dans son architecture, ce qui est proposé à ce moment-là par Auguste Perret, par Guévrekian sur les jardins, sur les miroirs d'eau. La référence à Auguste Perret est explicite. C'est vraiment pas la seule, parce que je pense effectivement qu'il y a des références à Tony Garnier, à d'autres, mais je parle de l'exposition de 1925 parce qu'il y a le théâtre que vous avez tous, on a tous présent, le théâtre fait par Auguste Perret pour l'exposition, et le principe d'aération de ce théâtre est vraiment l'un des principes que Alitur va reprendre et va magnifier dans son architecture. Donc en fait, ce sont des principes qui peuvent être lus dans l'architecture classique et que lui va extrapoler. Donc effectivement, il y a tout un travail sur la coupe, parce que c'est le principe de ventilation naturelle. Et il va utiliser deux grands principes de ventilation naturelle, l'échappée de l'air chaud par le haut, avec donc des volumes. Ce qui est intéressant, c'est que les dispositifs pour l'aération vont devenir architecture, vont magnifier les espaces intérieurs. Ça va être des volumes gigognes sur les toitures. Et c'est vraiment le principe d'aération qui devient qui fait toute la qualité spatiale de bâtiments qui sinon sont sobres et modestes. Bien sûr que la référence à Perret tient aussi au fait qu'Alitur soit l'architecte qui, tardivement finalement, en 1929, amène le béton armé en Guadeloupe et cette technique du béton armé. Il y a tout un travail donc effectivement sur la manière dont les édifices, grâce aux patios, peuvent avoir de véritables appels d'air. Il ne va pas hésiter pour le palais de justice de Basse-Terre, à avoir un grand emmarchement qui donne sur un patio, et le patio va être le cœur de ce bâtiment. Donc on voit qu'il compose en toute liberté avec des éléments clés qui sont les ventilations en toiture, les patios, la végétation qui permet de rafraîchir l'air. Donc on a dans les patios systématiquement, pour les palais de justice, pour le conseil général, ce principe de bassin, de végétation. Les fenêtres qui sont toujours axées, qui d'ailleurs ne sont pas des fenêtres, mais sont plutôt des portes. Donc là, il reprend en fait l'architecture traditionnelle créole. Donc ce sont des choses extrêmement simples, usage de la galerie, qui peut être aussi vu comme une colonnade, si on se place dans un langage classique, mais qui là, finalement, vient plutôt dissocier les éléments et vient structurer et permettre à la fois d'être abrité de la pluie, puisqu'il y a des pluies fréquentes, d'avoir de l'ombre, de profiter de ces espaces. Et voilà, donc en fait, il va complètement revoir le vocabulaire de l'architecture classique et lui donner une grande liberté qui tient finalement au fait de se protéger du soleil et puis de laisser l'air circuler. Et ça va avoir aussi pour incidence, par exemple, tout son travail sur les sols en carreaux de céramique, de façon à ne pas employer de bois, etc. Il va pousser le raisonnement comme ça jusque y compris dans le choix des matériaux. Donc c'est vrai qu'il y a un très beau travail sur le sol et sur les sols et sur les plafonds, qui donc là aussi nous met dans la culture classique, qui nous rappelle donc tout le travail sur les sols fait par Henri-Jacques Lemesme. Donc lui, Lemesme, effectivement, pour qu'on puisse rentrer avec des chaussures de ski dans les chalets, et en Guadeloupe pour que tous les petits insectes tropicaux ne détruisent pas le bois. Donc là aussi, il y a des querelles avec les commanditaires qui lui reprochent de ne pas utiliser des matériaux nobles. Et donc on a ces sols qui sont magnifiés par les compositions de carrelage. Alors ce sont des carrelages qui viennent d'Allemagne et qui font partie de la dette de l'Allemagne à la France. Et la Guadeloupe a été un peu l'un des derniers territoires à profiter de cette dette. Alors ce qui est très amusant, c'est que
comme c'était vraiment les derniers mois, le ministère des Colonies a demandé à Alitur de passer ses commandes alors que lui-même ne savait pas quel type de bâtiment il allait devoir projeter. Donc il a fait des quantitatifs complètement, on ne peut plus à la louche. Et il y a un certain nombre de matériaux qui sont arrivés, donc beaucoup finalement n'ont pas pu être utilisés puisqu'ils ont été entreposés à proximité du port, donc dans des zones extrêmement humides. Donc tous les ferraillages des menuiseries qui n'étaient pas traitées ont été abîmés immédiatement. En revanche, il y avait ces grès cérames, ces carrelages, et tous les sanitaires qui, eux, ont pu être utilisés. Donc il avait une collection à disposition et il jouait sur des assemblages. Mais c'est très beau parce qu'il fait des tapis avec du béton brut et ça permet de magnifier le béton. Voilà, c'est des choses très simples, mais effectivement qui lui permettent de dessiner cette architecture. Tout est dessiné, enfin il y a beaucoup de choses dessinées à l'échelle 1. Il y a tout un travail sur les claustras, qu'on retrouve chez Jean Bossu, donc qui là aussi bien sûr on comprend très bien l'influence d'Auguste Perret, et donc chaque claustrat est dessiné, tout est fait de la même manière que Jean Bossu, tout est fait sur place, il n'y a pas de préfabrication. Et ces claustras sont tous avec des motifs géométriques simples et différents à chaque fois. Idem pour les serrures, enfin la ferronnerie, etc. Les ferronneries, des très belles ferronneries. Comme ça, de déclinaison absolue du projet dans ses moindres détails. Oui, y compris. Donc Alitur dessine tout, y compris les chaises pour le conseil général, pour le tribunal. Il dessine tout le mobilier, les porte-chapeaux. Alors, ce qui est assez beau, c'est qu'il y a encore des petites communes de Guadeloupe qui ont encore conservé tout ce mobilier, qui n'ont pas encore restauré leurs intérieurs et où le personnel travaille encore toute la journée, donc dans le mobilier Alitur. Et si l'on passe au tribunal en Guadeloupe, on est encore effectivement avec les menuiseries, les boiseries Alitur. Je pense qu'il y a un certain nombre d'antiquaires spécialisés dans le mobilier moderne qui vont aller essayer de faire leurs emplettes dans un certain nombre de bâtiments. Il y a eu certaines disparitions, c'est sûr. Il y a surtout eu des communes qui n'ont peut-être pas pris le soin nécessaire, notamment pour les salles des conseils, qu'elles trouvaient désuètes. Juste pour finir ce point de notre discussion, vous avez parlé de ce qui arrivait donc, en tant que dommage de guerre, etc. Quand le mobilier, par exemple, il est fabriqué sur place, il est fabriqué en France, il arrive par bateau, et comment ça se passe ? J'ai pas de certitude sur. Je sais pas. J'ai travaillé à partir des descriptifs. Donc il y a les descriptifs du mobilier. Je ne sais pas s'il est fabriqué sur place. Certains éléments, oui, puisque c'est du bois pays. Oui, mais la qualité de la mise en œuvre dans un design qui lui n'a rien de local peut faire qu'on se pose la question. Pas vraiment Alors Jean Bossu, sa façon de recevoir l'influence. Oui, la question de la rencontre de la modernité en fait avec les territoires outre-mer, elle est engagée, moi je trouve, dès les années 20. Moi je ne connaissais pas le parcours d'Alitur, mais ça m'a éclairé. Mais c'est tous les collaborateurs de Bossu, qu'ils soient brésiliens ou japonais, quand ils rentrent dans leur territoire, ils sont bien confrontés à une nécessaire adaptation des choses. Et même quand Le Corbusier construit à Tunis la villa de Carthage dont tu parlais, Sophie, c'est évident qu'on commence à sentir qu'il y a nécessité ou en tout cas intérêt à essayer d'adapter les choses au contexte. Donc Jean Bossu, il s'inscrit dans quelque chose, en tout cas au départ à La Réunion, qui est pour moi déjà engagé bien avant lui et qui est porté aussi par d'autres architectes de sa génération, un peu plus vieux quand même, par exemple Jean Prouvé quand il fait ses maisons tropicales ou Chaumette quand il part en Afrique. Donc moi je trouve que
l'attention qu'il a au climat, au soleil, à la pluie, au vent, est quelque chose qu'il a quasiment dès qu'il arrive, alors qui est porté par d'autres, mais auquel il est très sensible dès le début. Oui, c'est le détour que je voulais prendre et que j'ai oublié de prendre. Quand il fait ses relevés d'architecture vernaculaire, par exemple au Mzab ou à Alger, dans la Casbah, il dessine l'architecture, mais il dessine les usages aussi, il dessine les gens, il regarde comment ça fonctionne. Il est extrêmement attentif aux outils, aux manières de construire, et pas simplement à ce que l'architecture a produit sur le plan de l'expérience formelle, je dirais, ou spatiale. Il est vraiment tout à fait intéressé de la vie qui s'y déroule et de comment elle s'y déroule et comment ça a été fabriqué. Et donc quand il arrive à La Réunion, même si ce n'est pas lui qui va, je vous l'ai dit, c'est Fabien Vienne, mais il ira un peu à Madagascar avant d'engager Fabien Vienne à partir à La Réunion, il regarde ce qui se passe, il regarde comment c'est fait, et il s'intéresse à, évidemment, la première chose à laquelle il s'intéresse comme Alitur, c'est répondre aux exigences du climat, et avec quasiment les mêmes moyens qu'Alitur, c'est-à-dire ces grands débords de façades, ces façades épaisses, le claustrat, les brise-soleil, etc. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans cette rencontre entre la modernité et les territoires, je pense, c'est quand ça dépasse ces questions d'adaptation au climat ou à la géographie ou à la pente ou à la vue, parce que c'est vrai que les bâtiments de Bossu, comme ceux d'Alitur, sont extrêmement réglés sur la question du regard. Mais c'est quand ça commence à rencontrer la culture locale, si je puis dire. Alors cette culture, elle est, pour moi, chez Bossu, on peut essayer de la décomposer en 3 grandes familles. Il y a d'abord sa capacité, moi je trouve, à s'insérer dans des tissus urbains constitués. Il ne cherche pas à rentrer en rupture, ce qui n'est pas du tout à l'époque le cas, mais quand il construit dans Saint-Denis, dans les années 50-60, même dès le début, le petit immeuble d'Indar ou le petit immeuble Ravat, qui sont des immeubles qui sont construits par Pierre Sagui et Fabien Vienne, c'est des immeubles qui s'inscrivent dans le gabarit des voies de la ville de Saint-Denis, donc c'est aligné et tout ça, mais c'est quand même une écriture moderne. Et puis, donc il y a cette première rencontre. Après, il y a la rencontre avec les savoir-faire locaux, c'est-à-dire les savoir-faire constructifs. Et là, il est dans la même tension qu'Alitur, c'est-à-dire qu'à La Réunion, il y a des cyclones et les gens veulent construire en béton armé et il n'y a pas tout à fait encore complètement les savoir-faire. Donc il y a cette tension entre la nécessité de faire des constructions extrêmement solides en béton, cette demande des habitants, et puis probablement, en tout cas au début, cette méconnaissance des techniques nouvelles. Et donc on voit des choses un peu hybrides avec des maçonneries en pierre volcanique, etc. Et puis, donc les savoir-faire locaux, les réglementations ou disons les habitudes de construction dans des tissus urbains. Et puis, il y a, quand ça rencontre, je dirais, la culture locale. Alors, c'est pas tellement visible à La Réunion, encore qu'il reprend dans son architecture des dispositifs architecturaux qui sont locaux, comme la varangue, évidemment. Mais je trouve que c'est encore plus visible à Orléansville, où là, il y a vraiment un travail, je trouve, de synthèse assez impressionnant entre ce que peut porter un architecte moderne qui vient de métropole, avec toute sa connaissance un peu technique et son engagement, je dirais, à changer le monde sur le plan social, et puis tout son regard sur la culture locale, et ça va donner Orléansville. Donc c'est vrai qu'Orléansville, quand on regarde ce bâtiment, et notamment quand on le compare à ce qui se produit à l'époque, il suffit d'ouvrir les revues de l'époque pour voir à quel point ça tranche, mais ça tranche y compris dans les choix de dispositifs architecturaux. C'est-à-dire qu'au contraire de la plupart des architectes modernes qui sont appelés à la reconstruction d'Orléansville, par exemple, Bossu n'utilise pas le brise-soleil. Alors, rappelez-nous ce qu'il va réaliser à Orléansville. Alors, à Orléansville, il reconstruit ce qui est improprement appelé le centre commercial, parce qu'aujourd'hui, un centre commercial, c'est un centre où il n'y a que des commerces. En fait, c'est le centre un peu urbain de la ville. C'est celui où il devrait y avoir les édifices publics, puisqu'il est prévu. Il doit construire au départ la mairie et l'église qu'il ne fera pas. Et puis, il y a le marché couvert. Il y a un certain nombre de commerces sous portique. Il y a un hôtel, il y a un petit supermarché. Et puis, il y a des habitations. Donc, c'est vraiment un morceau de ville avec l'essentiel de ces fonctions. Et donc, il construit trois bâtiments à Orléansville, qui sont des bâtiments qui sont des petites mégastructures, pour aller vite, ou des pièces urbaines. C'est des bâtiments difficiles à classer. Mais en tout cas, les dispositifs qu'il emploie pour lutter contre la chaleur, pour ventiler les bâtiments, pour que le climat, on est en Algérie, donc le climat est un climat assez imposant sur le plan de la température, et les dispositifs qu'il emploie ne sont pas des dispositifs modernes. C'est-à-dire que c'est vraiment des dispositifs presque
presque millénaire, très ancien. Donc c'est le moucharabier, c'est le portique, c'est la terrasse, c'est le patio. Et donc c'est des dispositifs qui réinterprètent complètement dans un langage contemporain. Et là, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce qu'on dépasse presque les attendus de ce que pourrait être une architecture moderne sensible au climat pour rentrer dans une architecture qui est véritablement contextuelle et comment dire construite à destination du lieu dans lequel elle est prévue. C'est-à-dire que Saint-Réparatus, on pourrait le déplacer un petit peu, mais on ne peut pas le construire ailleurs. Comment se fait-il que dans votre livre, vous écrivez, vous notez que c'est quasiment la naissance d'une architecture algérienne contemporaine qui est en train de se faire à travers Saint-Réparatus. C'est-à-dire dans le fait de reprendre comme ça des processus millénaires et de venir les intégrer à une démarche contemporaine. C'est vraiment un acte fondateur. Comment se fait-il que ça n'est pas marcoté, que ça ne se soit pas diffusé, que cette graine absolument magnifique. C'est vrai, quand on regarde dans votre livre les photos de cette réalisation avant qu'elle ne soit détruite, on est là dans un exercice extrêmement précis, en même temps extrêmement rare pour l'époque. D'abord, l'idée que ce soit les prémices d'une architecture algérienne moderne, c'est Alain Bory qui en a eu l'idée le premier, donc il faut lui rendre la... Mais je souscris complètement à cette idée. Je pense qu'effectivement, il y a en germe une architecture algérienne moderne avec Saint-Réparatus, mais avec d'autres. Je pense que ce que fait Simounet à Tingbad ou Fernand Pouillon et s'inscrit dans ce mouvement. Le problème, c'est que Pouillon va arrêter de construire très tôt. Jean Bossu est un marginal et Simounet ne va plus construire en Algérie à partir de 62 puisqu'il rentre en France. Et finalement, tous ces gens sont des marginaux par rapport aux commandes de masse qui occupent les grands architectes français. Donc il y a quand même une postérité parce que Saint-Réparatus est connu et regardé par un certain nombre d'architectes, notamment Paul Chemetov m'a dit qu'il connaissait Saint-Réparatus. C'est regardé par l'AUA ou par l'atelier de Montrouge. Mais même l'atelier de Montrouge et l'AUA, dans ces époques-là, ce sont des marginaux. Ce n'est pas des gens qui ont pignon sur rue et qui construisent beaucoup, même si dans le débat intellectuel qui occupe les architectes, ils ont une place importante. Donc dans la production, non. Et puis après 62, Jean Bossu va rester un petit peu en Algérie, va continuer à construire, mais c'est plus... Enfin, il construit quand même la préfecture de Tiaret et l'immeuble des Domaines à Alger, qui sont des commandes publiques importantes, mais il n'a pas la masse des commandes que peut avoir, par exemple, Fernand Pouillon. Fernand Pouillon va être l'architecte du ministère du Tourisme pendant presque une quinzaine d'années en Algérie. D'ailleurs, je pense qu'on connaît assez mal cette production de Fernand Pouillon, même si le livre de Marc Bédarida, dans la collection dans laquelle nous avons eu la chance d'écrire, lève un voile quand même sur toute cette période-là, je crois que d'une certaine manière, Pouillon continue un peu dans cet esprit-là. On va profiter de la présence de l'éditeur. Ça mériterait presque un tome 2, effectivement, qui serait consacré à la période algérienne et à toute la production algérienne. Tout à fait. Voilà, message transmis. Bon, avant de vous laisser la parole, je vais peut-être en forme de conclusion, vous abordiez l'un et l'autre ce que sont devenues ces architectures aujourd'hui, comment elles sont perçues, comment elles sont... Voilà. Alors, l'architecture d'Alitur, on a aujourd'hui encore plus de 80 édifices sur le territoire de Guadeloupe. Elles sont habitées, enfin elles sont en usage. Il y a eu une difficulté de réception de cette architecture par les Guadeloupéens qui tient beaucoup, je pense, au titre d'Alitur, architecte des colonies, qui fait une réception difficile. Alors c'est l'une des raisons tout simplement pour laquelle je n'ai pas voulu parler de colonies dans mon titre et que j'ai parlé d'architectes modernes, tout simplement, en me référant au fait que les planches d'Alitur soient présentes dans l'encyclopédie de l'architecture Morancé, construction moderne. Donc aujourd'hui, en fait, la grande difficulté, donc comme je le disais, il y a des bâtiments qui sont relativement bien conservés. Il y a 3 bâtiments qui sont classés monuments historiques, qui l'ont été par Bernard Toulier, 3 qui sont inscrits, donc depuis déjà la fin des années 90, 97.
La difficulté aujourd'hui de cette architecture, c'est qu'elle ne répond plus en fait aux normes anticycloniques. Donc ça pose un véritable problème de pouvoir continuer à y travailler. Mais aujourd'hui encore, elles sont toutes en usage. Mais il y a cette difficulté de mise aux normes. Et puis on a des bétons qui sont quand même qui ont déjà résisté à plusieurs cyclones, à différents tremblements de terre, puisqu'on est cyclonique et sismique. Donc finalement, son architecture a très bien résisté, mais aujourd'hui, elle ne correspond plus aux normes. Et là où elle est maltraitée, c'est principalement, les espaces ont très peu été touchés. Disons que ils ont été modifiés, mais la principale modification est le fait que tous les espaces sont climatisés. Donc en fait, c'est une architecture qui était en ouverture totale et qui s'est refermée. Voilà, c'est vraiment il faudrait la réouvrir. Alors elle s'est fermée pour différentes raisons. D'une part, culturellement, parce qu'il y a eu des périodes où on n'imaginait plus de vivre sans climatisation, qui était l'idée même de modernité. Et puis aussi parce que pour les salles d'audience, par exemple, des 2 tribunaux, eh bien finalement, quand on était dans les patios, on entendait ce qui se discutait dans les salles d'audience. Donc c'est pour des raisons soi-disant d'usage, eh bien elles ont été effectivement modifiées. Mais on a encore, pour certaines, le mobilier, on a les sols. Voilà. Dans la réception, si vous voulez, aujourd'hui, il y a une volonté, effectivement, des élus de valoriser ce patrimoine, de créer des itinéraires, Oui. Comment vous percevez-vous le fait qu'un certain nombre de ces édifices qui étaient à l'origine blancs aient été mis en couleur, quelquefois de façon très criarde, très démonstrative, etc. Comment vous ressentez, interprétez et ressentez ça? Alors, à l'origine, les bâtiments étaient dans des couleurs coquilles d'œuf, dans des déclinaisons. En fait, ils n'étaient pas blancs, parce que le blanc est trop violent, il y a une telle intensité lumineuse. Ils étaient dans des déclinaisons de blanc cassé. Certains bâtiments, dont la photo de couverture, qui n'était pas mon choix, qui est un choix éditorial, que j'ai accepté et que la DAC a accepté, on en a discuté. Moi, j'avais effectivement pris une image qui était extrait en fait du palais du gouverneur et qui était dans les blancs. Alors, la graphiste a fait ce choix qui attire l'œil. Aujourd'hui, la mairie des Abîmes n'a plus cette couleur faussement caraïbéenne, ce qui est très très bien. Parce qu'effectivement, il y a une espèce de maquillage aujourd'hui en Guadeloupe avec des couleurs qui ne sont pas celles de l'architecture vernaculaire de Guadeloupe. On a des couleurs très vives comme celle-ci dans les îles de la Jamaïque par exemple, mais traditionnellement en Guadeloupe on est dans des couleurs beaucoup plus sobres. Je crois que l'important est quand même que l'on ait les carrelages, que l'on ait les grilles et effectivement on peut repeindre, c'est en train d'être fait. Mais c'est vrai que la difficulté de la Guadeloupe ou de tous les climats tropicaux, c'est que avec l'humidité, eh bien il y a des problèmes de peinture, de décollement des enduits, voilà, il y a un énorme problème qui est lié à l'humidité et il faudrait un entretien pas quotidien mais vraiment soutenu. Or, c'est déjà en 1937 l'une des raisons du litige. Alitur reproche aux gens finalement de ne pas savoir vivre dans un bâtiment moderne, c'est-à-dire de ne pas savoir l'entretenir et de ne pas savoir enlever les feuilles qu'il peut y avoir sur la toiture terrasse, enfin de ne pas faire les gestes simples d'un entretien quotidien. Donc vous imaginez qu'aujourd'hui on en est à peu près au même... Deux questions rapides, mais le fait d'avoir construit aussi vite autant de bâtiments,
Et comment, puisque vous dites ces bâtiments, quand ils ont été construits, ils ont résisté au tremblement de terre, ils ont résisté au cyclone, ils ont résisté. Comment on a conjugué ça Finalement, ce n'était pas une culture constructive guadeloupéenne. On fait très très vite un très grand nombre de bâtiments et finalement on ne les rate pas. Alors, ce qui est intéressant, ce que je raconte dans le livre, c'est aussi toute la méthode de travail qu'il a amenée en Guadeloupe, les appels d'offres qui n'existaient pas, voilà. Et donc, il travaille en fait avec une entreprise, l'entreprise Diligenti, qui arrive de métropole, qui a la maîtrise du béton armé, qui a construit sur les territoires français détruits par la guerre de 14 et qui a aussi a commencé à construire à Casablanca. Donc ils ont la connaissance des catastrophes, ce qu'on appelle aujourd'hui les catastrophes, des désastres de guerre de l'outre-mer. Et cette entreprise Diligenti, c'est un homme de la même génération qu'Aliture. Ils vont très bien s'entendre. Ils vont systématiquement répondre à des appels d'offres, être les moins-disants et réussir à bien construire. Ce sera très important. Et puis, il y aura aussi des architectes, des plus petites entreprises qui vont venir après la catastrophe. Diligenti arrive après la catastrophe. Il s'installe en Guadeloupe 2 mois après la catastrophe. Et donc, il y aura cet opportunisme, mais qui va permettre effectivement d'avoir des hommes qui maîtrise la technique du béton armé. Et puis surtout, Aliture va faire le choix de coffrage extrêmement simple, de forme simple. Voilà, on a beaucoup de colonnes, de pilastres de section carrée. Il réserve la section circulaire pour quelques éléments, mais il s'adapte aux conditions de réalisation. Dernière question rapide. Est-ce que ça va avoir une descendance ou pas? Est-ce que ça va avoir un impact et lequel? Un impact très important sur la construction d'après-guerre. Donc, il va y avoir les collaborateurs d'Aliture, architectes, qui vont rester en Guadeloupe, qui vont construire après-guerre. Il y aura un jeune Guadeloupéen aussi qui va intégrer son agence et qui va construire ensuite, Corbin. Donc, oui, ça. Alors, après-guerre, ce sera une architecture qui, effectivement, sera moins classique. Sera beaucoup plus proche de celle de Jean Bossu, parce qu'on est dans une autre génération. Mais ce sont des gens qui, quand même, revendiquent une filiation intellectuelle ou qui, pour certains, ont été les collaborateurs d'Aliture. Xavier, un inventaire de ce qui nous reste de Jean Bossu? Il y a pas mal de choses qui ont été détruites, transformées, mutilées, abîmées. Récemment, je crois qu'il y a 1 an ou 2, ils ont détruit le petit hôtel du Débarcadère à Mindin, à Saint-Brévin. Je l'ai appris en me promenant sur Google Earth. Juste une aparté, mais je suis absolument fasciné par l'ignorance que la Loire-Atlantique et la Vendée ont de l'existence de Jean Bossu. Enfin, Ça, je sais. C'est entre autres pour ça que j'ai fait ce petit chapitre sur les maisons de Saint-Jean-de-Mont, parce que la première a disparu, la maison Tartrou. Elle a été rasée à la fin des années 80, donc c'est pas si vieux que ça. C'était après la mort de Bossu pour faire un petit immeuble de logement de bord de mer, dans une facture que je dirais courante, enfin bon, sans commentaire. Sans commentaire, oui. Et donc il reste la maison Pitre qui va être, je pense que si tout se passe bien, elle devrait rester en place parce qu'elle est assez loin finalement de la côte et il n'y a pas de raison de la détruire pour la remplacer par un immeuble à cet endroit-là. Mais cette maison mériterait par exemple d'être classée. Alors les services de l'État s'intéressent depuis longtemps au Bosquel, ça fait 25 ans que les services de l'État suivent ça. Ça a failli être classé à l'inventaire supplémentaire. Ça ne l'a pas été pour des raisons diverses et variées, mais l'État suit ça. Je sais qu'à Saint-Denis, à La Réunion, il y a 5 édifices qui ont été classés à l'inventaire supplémentaire. Donc pareil, je pense qu'à La Réunion, les services de l'État sont mobilisés et font attention à l'œuvre de Bossu. Mais après, la réception, elle est très variée d'un endroit à l'autre. Et la question de la couleur est posée, mais dans un sens inverse chez Bossu, puisque en fait, c'est le contraire. C'est la polychromie des édifices qui a été remplacée par de la monochromie d'une peinture coquille d'œuf, ou même pas, je pense. C'est encore autre chose que je ne voudrais pas là non plus définir. Et donc, on est dans une réception qui est... c'est normal, c'est 50 ans de carrière, c'est des édifices un peu partout, et donc tout le monde n'a pas le même regard et la même attention aux choses. Je ne sais pas comment, par exemple en Algérie, les édifices sont reçus. Les photos que j'en ai vues, parce que je ne suis pas allé les voir,
Visu, mais l'immeuble des Domaines a par exemple été entièrement repeint, mais il est dans quasiment son état d'origine, il est en très bon état, et la préfecture de Tiaret, ça a l'air pareil. Donc si c'est qu'une question de peinture, oui, on devrait s'en sortir. Maintenant, à La Réunion, on voit très souvent des maisons qui ont été surélevées, avec des rajouts assez étonnants. C'est même assez drôle des fois, c'est pas complètement... comment dire, je pense que connaissant enfin, ce qu'on m'en a dit de l'humour de Jean Bossu, peut-être que ça lui aurait plu. En tout cas, c'est une hypothèse de travail potentiel pour les futures personnes qui vont avoir à travailler sur ce patrimoine. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'à La Réunion, c'est engagé. En France, ça l'est. Et voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Restons sur cette note d'espoir. Le moment est venu quand même de vous passer la parole aux uns et aux autres. Je pense que des témoignages peuvent... alors, c'est... simplement un petit commentaire par rapport à ce que vous avez dit au début sur la façon dont... Alitur suivait et contrôlait, disons, l'étude de ces projets. Et puis, vous avez eu un petit commentaire en disant que ce n'est pas tout à fait pareil chez Jean Bossu, d'après ce que vous connaissiez, puisqu'il laissait plus de liberté à ses collaborateurs. Il y a une remarque de Xavier Dousson qui était très juste, qui a été de dire qu'ils étaient formés par Jean Bossu. Alors, simplement, ce que je rappelais, qui est assez différent, Jean Bossu a pu rentrer chez Le Corbusier en 1929, à un moment où Le Corbusier n'acceptait aucun élève diplômé de l'École des Beaux-Arts. Il considérait qu'ils étaient quasiment perdus pour la cause de l'architecture moderne et qu'il ne fallait surtout pas prendre des diplômés de l'École des Beaux-Arts. Donc mon père s'est retrouvé effectivement avec un environnement... soit d'architectes, bon, il y a Charlotte Perriand, mais beaucoup d'architectes étrangers qui n'étaient pas diplômés de l'École des Beaux-Arts, donc il y avait un espoir de ce côté-là. Quand mon père s'est établi son cabinet après la guerre, il n'a pas été chercher des élèves diplômés de l'École des Beaux-Arts. Les premiers collaborateurs, il allait les chercher dans ceux qui avaient très bien réussi, qui avaient eu des prix, soit l'école décorative, Boulle ou autre. Donc c'était... Oui, j'ai oublié de le préciser, c'est important. Oui. Et ces collaborateurs, c'était d'excellents dessinateurs, à la fois au niveau du détail, des matériaux, et puis la précision. Bon, l'école Boulle a sa réputation. Hein, mon père, je crois, était absolument passionné dans l'idée de transmettre des idées sur l'architecture à ses collaborateurs qui étaient tout à fait intéressés à apprendre autre chose que ce qu'ils avaient appris à l'école. Alors ça a été une première disons, phase de son travail, jusque dans les années, pour La Réunion, c'était, oui, jusque dans les années, moi je dirais... fin des années 50. Voilà. Par la suite, il a repris l'atelier de Lotz, un atelier extérieur de l'École des Beaux-Arts, et il a formé ses étudiants et il les envoyait. Alors donc, cette liberté, c'était une liberté qui était tout à fait choisie. Et il y a eu par la suite des collaborateurs qui n'étaient pas passés chez lui, et ça s'est mal passé. Il les a quittés assez rapidement. Donc voilà, c'est une précision par rapport à la transmission de ces idées et à la liberté qui était donnée une fois que les jeunes architectes étaient formés. Et je rebondis, puisqu'une des questions de Dominique, c'était quelle est la postérité de l'œuvre de Jean Bossu à La Réunion ou en Algérie. En Algérie, je ne sais pas, mais à La Réunion... Fabien Vienne est revenu il a beaucoup construit dans l'île, et Jean-Michel Bossu est resté quelques années et a construit aussi dans l'île. Et je pense que comme ça, il y a des prolongements d'une forme de pensée de Jean Bossu, mais qui est réinterprétée d'une manière peut-être là beaucoup plus personnelle, à la fois par Fabien Vienne et par Jean-Michel Bossu.
J'ai pas l'impression que nous vous ayons forcément apporté toutes les précisions sur leur travail en relation avec le climat, avec l'environnement, avec les traditions constructives locales. David. Moi, j'ai une question à propos d'Orléansville. J'ai en tête une photo d'Orléansville, je pense qu'elle est publiée dans Architecture française d'outre-mer ou dans un livre Orléansville avant 54, c'est ça qui ressemble à une sous-préfecture française, à des rues d'Alger qu'on connaît, des immeubles 1850 tout à fait européens, habités probablement par des Européens installés là, je ne sais pas. Et puis après, Bossu construit ou dessine et puis construit après cet ensemble complètement, enfin on a envie de dire vernaculaire, complètement réinventé, mais pas du tout européen. Comment est-ce qu'à ce moment-là, il arrive à faire passer vis-à-vis de la population qui n'a pas dû tellement changer? On a l'impression qu'il construit pour des Algériens, totalement la population musulmane, comme on disait à l'époque. Or, ça doit toujours être les mêmes qu'il faut loger. On a l'impression d'un changement complet d'images. Les images qui sont actuellement exposées à Beaubourg, on voit bien qui il met sur les dessins. Il a cette manière assez curieuse de faire habiter les dessins, les représentations en perspective par des personnages. Et ce n'est pas du tout ce qu'on voit sur la photo d'avant la destruction. Oui, alors c'est vrai, il y avait cette image que j'ai pas pu mettre dans le livre, mais que j'avais mis dans la thèse d'Orléansville avant le tremblement de terre de 54, et ça ressemble à une sous-préfecture, mais même pas d'Algérie, moi je dirais du sud de la France, c'est-à-dire ça ressemble un peu à Nice ou à Menton, et on a l'impression d'être dans un territoire métropolitain connu, et puis quand on voit ce que produit Bossu, on est tout à fait fasciné. C'est pour ça que j'insistais sur cette question-là tout à l'heure, et c'est vrai que dans les représentations, il représente des métropolitains, mais il représente des autochtones, habillés comme des autochtones, c'est-à-dire des gens locaux. Comment il arrive à ça? C'est un mystère. Enfin, c'est un mystère. Moi, j'ai essayé de l'expliquer par sa connaissance des lieux. J'ai essayé de l'expliquer par le contexte aussi de la commande, que je vais pouvoir détailler. Mais en réalité, moi, j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait une enquête de sociologue à l'époque qui explique comment ça a pu passer auprès des autorités, comment ça a été reçu par la population. Parce que c'est une part du mystère et de la séduction de ce projet encore aujourd'hui pour moi. C'est-à-dire que c'est des questions qui sont en partie ouvertes. Alors peut-être le contexte, le tremblement de terre se produit en 54. C'est pas loin d'Alger, Orléansville. Donc le lendemain, il y a Jean de Maisonseul qui est sur le site. Et Jean de Maisonseul, c'est un personnage éminent d'Alger puisqu'il dirige l'Institut d'urbanisme. C'était le premier collaborateur de Pierre-André Emery, qui était lui-même un des premiers collaborateurs de Le Corbusier. Et donc Pierre-André Emery est un Algérois qui construit à la manière du Le Corbusier des années 20 en Algérie. C'est un très très bon architecte. Et il fait partie de ce qu'on a appelé le groupe Siam Alger à l'époque, c'est-à-dire il y a Miquel, Emery et puis Simounet. Et donc Maisonseul, il est le lendemain avec le préfet quasiment à Orléansville, en train d'essayer de se demander qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Et parallèlement, depuis quelques mois, le maire d'Alger, Jacques Chevalier, vient de se doter d'un espèce d'outil assez novateur qui s'appelle l'Agence du Plan, qui est une agence qui est censée réfléchir au grand territoire d'Alger de manière prospective pour son développement. Et à la tête de cette agence du plan, il y a Pierre Dalloz, qui était anciennement au ministère le bras droit de Claudius Petit, et puis il y a surtout Gérald Hanning, qui était collaborateur de Le Corbusier pendant la guerre, un collaborateur auquel Le Corbusier avait pensé pour être son chef d'agence. Il avait aussi pensé à Jean Bossu avant que ce soit André Wozinski. Donc un collaborateur éminent et vraiment important de l'atelier de la rue de Sèvres, comme pouvait l'être et comme l'était d'ailleurs Jean Bossu. Et ils se connaissent avec Hanning, puisque Hanning, ils se sont croisés évidemment à la rue de Sèvres, mais Hanning était à La Réunion quand Jean Bossu envoie son premier collaborateur, qui va être accueilli, donc Fabien Vienne par Gérald Hanning. Ils vont travailler ensemble. Et donc il y a une espèce de cousinage, en tout cas de contexte assez favorable à l'arrivée de Bossu, puisque d'un côté, il y a donc De Maisonseul qui travaille à ce que Simounet, Miquel participent à la reconstruction. De l'autre côté, il y a Gérald Hanning qui envoie Robert Ansberger pour faire le plan
de la reconstruction, et donc il suit un peu de loin, mais quand même de manière assez précise, comment les choses se mettent en place. Et le premier architecte qui est pressenti pour reconstruire le centre commercial, c'est André Ravero. André Ravero qui sera plus tard l'initiateur de l'atelier du MZAB. Donc des gens qui sont tous soit intéressés par le territoire dans lequel ils sont, soit très sensibles d'une manière ou d'une autre au mode de vie, à ce territoire, etc. Et donc quand Ravero s'en va, parce qu'il part, il y a un tremblement de terre en Grèce, donc il quitte inopinément les choses, il n'a pas encore dessiné le projet, à qui on pense, que ce soit Miquel ou Hanning, ils pensent à Bossu. Et donc ils appellent Bossu qui depuis... Il semblerait, moi j'ai pas tellement d'informations là-dessus, mais comme Hanning était à l'agence du plan, il venait de temps en temps à Alger. Parce que son séjour, j'ai oublié de préciser, mais son séjour algérien de 1938 le marque vraiment très fortement. C'est-à-dire que c'est pas simplement une visite touristique, c'est vraiment quelque chose qui le marque très fortement. Et il racontait à tous les gens qu'il connaissait, moi Jean Préveral me l'avait dit, par exemple, Jean Préveral qui est son premier collaborateur en 1944, il lui disait « on va construire en Algérie ». Il voulait absolument construire là-bas. Et c'est précisément au moment où il laisse tomber son bureau réunionnais qu'il part en Algérie et qu'il va s'installer en Algérie, où là, il va développer une agence plus importante, notamment à Orléansville. Et du coup, voilà, on est dans ce contexte-là. Mais comment il fait passer les outils, les idées? Moi, je ne sais pas. Ce qu'il racontait à ses collaborateurs et ce qu'ils m'ont dit, c'était qu'il ne disait pas ce qu'il allait faire. C'est-à-dire qu'il laissait des plans suffisamment flous ou suffisamment peu clairs pour que les choses se fassent. Et moi, quand j'ai vu Jean de Maisonseul, il m'avait dit qu'il a été très surpris quand il avait visité pour la première fois Saint-Réparatus, parce qu'il ne s'attendait pas tout à fait à ça. Et il ne me disait pas qu'il n'aimait pas, mais il n'était pas extrêmement enthousiaste. Il a préféré, quand je l'ai vu, une fois qu'on avait parlé de Bossu, de me parler de Simounet beaucoup plus longuement, par exemple. Donc on est dans une tension comme ça, et on voit bien que Bossu le fait presque en flibustier, quoi, en marginal qu'il est. C'est-à-dire qu'il arrive à faire passer ses idées, mais d'une manière un peu contournée. Et d'ailleurs, il le dit dans ses conférences, on ne l'attendait pas pour faire ce qu'il a fait. On l'attendait pour faire autre chose. C'est-à-dire, il dit, on m'attendait pour parachuter les armoires qu'on construit dans les banlieues parisiennes. Et donc, voilà cette tension-là. Mais moi, j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait des sociologues à l'époque qui s'intéressent à cette opération, qui y aillent. Alors peut-être dernier élément de précision, lui, il arrive en 1955, le projet est quasiment fait c'est comme à Liture, il a un mois pour faire le projet, donc le projet, dans ses grandes lignes, il est fait en un mois et demi, et puis il va être construit jusqu'en 1964. Parce que c'est quand même un gros projet, et donc il continue après l'indépendance de l'Algérie, exactement comme l'architecte l'a dessiné. Donc peut-être qu'il n'a pas été complètement assumé par les commanditaires, je dirais, français, métropolitains, mais en tout cas il était assumé par ceux qui sont restés et qui étaient les véritables destinataires, je pense, du projet de Bossu. Et on sait pourquoi on ne l'a pas reconstruit à l'identique après le. Alors, il était complet. Il a même été. Alors, il y avait 3 bâtiments. Il y en a 2 qui ont été complètement ruinés par le tremblement de terre. Et le 3e était encore un peu debout, mais les autorités ont préféré le raser complètement. Pourquoi il n'a pas été reconstruit, ça, je ne sais pas. Peut-être Jean-Michel. L'écroulement de l'ensemble du bâtiment était expliqué par Miroslav, qui avait travaillé, Kostanjevac, qui est un ingénieur qui travaillait chez Sargère et qui avait travaillé sur Orléansville. Alors, il y a 2 raisons qu'il a évoquées. La première, c'est que quand on a établi des normes après le premier tremblement de terre, c'est une commission qui réunissait des experts, bureau de contrôle, etc. Ils ont fait l'hypothèse que ça n'était pas possible que le prochain éventuel tremblement de terre soit d'une intensité aussi forte que celui qui avait eu lieu. Donc ils ont gardé un niveau de normes à peu près équivalent à celui du tremblement de terre de 1954. C'est même moins que ça, parce que Kostanjevac m'avait dit que les normes qui étaient appliquées à Orléansville étaient celles du sud de la France. Oui, alors que lui venait de Yougoslavie et était beaucoup plus sensibilisé à ces questions-là. Et il disait à Bossu, on a peut-être un problème. Donc, ils ont un peu renforcé les structures, mais ils sont restés dans le cadre de la législation. Oui, c'est ça. Bon, donc mon père simplement a appliqué son bâtiment, y compris son ingénieur,
à ce qui était imposé. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même toute une partie de la construction qui s'est faite au moment de l'indépendance. Et Costangevac expliquait que l'ingénierie au niveau structure qui était attachée aux entreprises qui travaillaient en Algérie, avait quitté l'Algérie à ce moment-là. Et beaucoup d'entreprises se voyaient sans contrôle technique sérieux. Et pour des raisons d'économie, on fait des économies sur les ferraillages. Enfin, je redis simplement ce que disait Miroslav Costangevac. Et puis, pas de contrôle aussi sur la qualité des sables qui pouvaient être... où il y avait de la salinité éventuellement. Donc un certain nombre de conditions qui ont amené une fragilité du bâtiment par rapport au séisme qui s'est retrouvé, dont l'intensité était plus forte et qui a eu lieu exactement au même endroit. A priori... oui, ce qui est hautement improbable. Voilà, c'était assez improbable a priori au départ. Voilà. Orléansville se construit pendant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire que c'est quasiment simultané. Bossu arrive en 1955, la guerre d'Algérie est entamée, et donc tout le processus de construction est comment dirais-je, perturbé par ce climat de guerre. Je sais que Jean Bossu ne va pas pouvoir aller systématiquement visiter son chantier et ses collaborateurs de la même manière parce qu'il y aura des impondérables. Et l'approvisionnement en matériaux, c'est pour ça qu'il n'y a pas les ferraillages, parce que l'approvisionnement, des fois, n'est pas assuré. Et donc, l'entreprise, elle a ses délais de chantier, elle continue à construire avec un peu moins de ferraillage. Et c'est précisément là qu'il y a eu les ruptures de la structure. Alors, le temps avance. Une dernière question, un dernier témoignage. Sinon, nous allons demander à Sophie et à Xavier de nous faire partager leur choix dans la grande bibliothèque de la Cité. Sophie ? Alors, c'était difficile, mais j'ai choisi, actualité aidant, n'obligeant pas, mais aidant, voilà, j'allais dire oblige, mais aidant, l'introduction d'Hubert Damisch à l'architecture raisonnée de Viollet-le-Duc. Alors, pourquoi ce choix ? En partie en réponse à votre question sur comment permettre aux gens de mieux voir l'architecture et d'accepter la modernité. Parce que cette introduction d'Hubert Damisch au dictionnaire, je pense au-delà du fait de nous inviter à lire le dictionnaire et puis de présenter 3 articles particulier, l'article architecture, construction et style. Je trouve que dans cette présentation du travail de Viollet-le-Duc, en fait, Hubert Damisch nous donne vraiment envie de comprendre une architecture, de comprendre ses qualités, d'arriver à comprendre sa logique et ce pourquoi elle est là, et de dépasser les questions de forme et de la réinscrire dans un système. Et je trouve que c'est une très belle leçon d'architecture. Voilà. Bien. Xavier ? Alors moi, j'ai choisi un livre d'un personnage, je pense, diamétralement opposé à Jean Bossu, qui s'appelle Buckminster Fuller, un Américain, déjà, pour commencer. Scénario pour une autobiographie. Alors, pourquoi ce livre ? Je ne vais pas insister sur les différences avec Jean Bossu. Il y en a un qui est contextualiste, l'autre qui est plutôt universaliste. Il y en a un qui est technophile et l'autre qui, je crois, s'en fiche un peu. Je vais plutôt essayer d'insister sur les proximités. D'abord, tous les deux s'inscrivent d'une manière, à mon avis, assez évidente dans une histoire de l'architecture qui vise l'amélioration des conditions de vie des hommes sur cette planète. Et donc, ils sont à la fois là-dedans, donc on pourrait dire qu'ils sont modernes, et en même temps, ils sont très tôt critiques de la modernité telle qu'elle est en train de se construire un peu partout dans le monde. Mais d'une manière... Je voudrais dire qu'ils sont critiques presque de l'intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas une critique distanciée, c'est une critique de l'intérieur. Et c'est pour ça que je la trouve assez intéressante et assez complémentaire au fond. Tous deux sont, de mon point de vue, des grands naïfs. C'est-à-dire qu'ils en font une qualité. C'est-à-dire que je pense que c'est parce qu'ils approchent les questions et les problèmes de cette manière qui sortent des solutions inédites. Ils ne rentrent pas dans le moule ne les intéresse pas, ce n'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est de prendre les choses avec le plus de franchise et le plus je dirais, de brutalité.
Et puis, tous les deux aussi utilisent des métaphores, moi je trouve absolument remarquables pour parler de leur projet. Alors, celle de Bossu, j'essaie d'en parler dans le texte, mais par exemple, Fuller, il compare une carotte avec un ballon dirigeable. Et puis, il explique que la forme de la carotte et la forme du ballon dirigeable ont des liens. Et il explique pourquoi. Et c'est une manière de regarder le monde que je trouve, et moi c'est ce qui m'a aussi beaucoup plu chez Bossu, j'ai eu du mal au début, et puis on m'a expliqué, et puis je trouve ça maintenant tout à fait intéressant, et je retrouve ça chez Fuller. Et puis la dernière raison qui m'a fait choisir ce livre, c'est d'une certaine manière, ce livre, je le trouve beaucoup de qualité, notamment pour les gens qui connaissent rien à l'architecture, parce que c'est une manière de rentrer dans un monde par la biographie, dans un monde lié à l'architecture. Et c'est au fond le livre que j'aurais aimé faire avec Jean Bossu si je l'avais rencontré vivant, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'il est mort en 83. J'étais un tout petit garçon qui ne s'intéressait pas à l'époque à l'architecture. Et s'il avait vécu, par exemple, aussi longtemps que Jean Dubuisson, je l'aurais rencontré et j'aurais aimé faire un livre comme celui-là, avec lui, plutôt qu'un livre comme j'ai fait, dont je suis très fier aussi, hein, évidemment. Mais voilà. Donc c'était plusieurs raisons qui m'ont fait choisir ce livre, pour rester à la fois dans la proximité avec Jean Bossu et puis dans une espèce d'éloignement assez radical. Bien. Il nous reste, pour conclure la soirée, annoncer la prochaine conversation donc, qui se tiendra toujours dans la bibliothèque le 19 février, même heure. On parlait de spontanéité, de différence. Alors là, ça sera vraiment le thème central de la conversation, puisqu'elle sera consacrée sous le titre Go West aux architectures créées aux États-Unis dans une période tout à fait faste, celle du tournant des années 70. C'est Jean-Louis Violot donc, qui intervient beaucoup à Nantes, et je disais qu'il va comme ça naviguer cap à l'ouest, mais encore plus loin que Nantes pour aller traverser l'océan. Il tiendra conversation avec Caroline Magnac, architecte, maître assistante à Paris-Malaquais, où Jean-Louis enseigne également, et Jean-Paul Jungmann, donc très connu pour ses propositions utopiques post-1968. Voilà. Et il sera question d'Arcosanti, donc notamment d'Arcosanti, la ville rêvée par Paolo Soleri, de Sausalito, l'architecture spontanée sans architecte, qui à un moment a beaucoup impressionné la profession ici en France, et puis d'architecture alors là beaucoup plus aboutie, telle que le Sea Ranch, donc qui a constitué aussi une référence extrêmement importante. Voilà, nous serons sur des chemins américains très très sympathiques, donc dans quasiment un mois. Voilà, nous vous remercions de votre présence. Merci pour votre invitation. Et, merci. Et une fois prochaine. Merci beaucoup.